Loin des caricatures et des polémiques, ce film témoigne de l'évolution des pratiques de secteur de psychiatrie infanto-juvénile dans ses interventions auprès des enfants avec autisme et de leurs familles. Il nous fait découvrir le travail méconnu d'équipes pluridisciplinaires de 2 services de la région parisienne, rattachés à des hôpitaux généraux. Créteil, dans le Val-de-Marne, et Gonesse, dans le Val d'Oise. Il révèle la richesse et la créativité de ce dispositif d'accompagnement au long cours des enfants et de leurs familles. Accompagnement qui s'articule, pour la plupart d'entre eux, à une scolarisation en milieu ordinaire et à des actions éducatives. Cette évolution des pratiques a permis d'améliorer le pronostic d'évolution pour un grand nombre de ces enfants avec autisme. Le problème de la pédopsychiatrie, c'est qu'elle est victime de son succès. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé en partenariat avec un certain nombre de professionnels de l'enfance qui se sont habitués à travailler avec nous, qui ont besoin de nous, et nos moyens, on peut augmenter par rapport à l'augmentation de la demande. Troubles envahissants du développement, ça leur dit pas grand-chose. Donc moi, je leur dis que on appelle ça des troubles autistiques, mais que chaque enfant est différent. Il faut réaliser que malgré le côté un peu traumatisant de ce diagnostic, il n'a pas de caractère pronostique. La prise en charge des enfants autistes doit commencer aussi précocement que possible. Mets les bébés sur la serviette. Vas-y. Tu lui fais? Tiens, ça m'entend. Avec les parents, il va falloir dans un premier temps créer une confiance. Elle ne s'acquiert pas tout de suite. Je pense qu'il faut leur montrer on s'engage dans ce parcours avec eux et on va les soutenir, les guider, on va les informer, les former. Il y a des choses qu'on vit à la maison, sur lesquelles nous on ne porte pas de nom, on ne sait pas comment ça se fait, etc. Et puis face à ces réunions, on nous dit ok, ou ça me fait ça, c'est à la suite de tel problème. Et là, on a pu nous aussi apprendre, évoluer face à cette pathologie comme ou ça. Et on a franchi progressivement les paliers. Les parents ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les aide et qu'on aide l'enfant. Et s'ils sentent qu'ils peuvent nous faire confiance, tout se passe bien. Je te propose des très jolis petits cubes comme ça. Voilà. Ah, tu les goûtes? Alors, je te propose un petit modèle comme ça. Et toi, t'essayes de faire pareil que moi, d'accord? Tu te mets là. Ouais. Pareil. Non, pareil que moi. Ce qui est intéressant dans les évaluations telles qu'on les mène avec le PEP ou avec le brunellésine, c'est que ça nous permet une approche véritablement développementale et cognitive de l'enfant, ce qui oblige les thérapeutes à regarder aussi cette dimension cognitive et développementale de manière plus précise. Et on a tous ressenti ça comme un plus dans le service, comme quelque chose qui nous permettait de mieux comprendre les difficultés de l'enfant au-delà de son champ relationnel direct, mais bien dans l'intégration scolaire, dans le développement de son langage. C'est vrai qu'il y a tout un débat sur l'autisme et que des gens s'affrontent, ceux qui sont partisans de l'abord éducatif, les autres qui sont partisans de la psychanalyse, et que nous, on essaye de ne pas rentrer dans ces clivages. On est en lien avec toutes les personnes, tous les professionnels qui s'occupent d'un enfant. Qu'il soit orthophoniste, psychothérapeute psychanalytique qui prend en charge un enfant de façon individuelle dans son cabinet, ou alors un CESAD ou une association qui va proposer des prises en charge avec des techniques éducatives, PECS, coaching, voilà. Tout ça se lie assez bien, il n'y a pas d'antinomie. Il faut qu'il y ait le plus possible d'occasions de s'articuler ensemble. Famille professionnelle, professionnels entre eux, et puis que l'enfant puisse expérimenter des nouvelles choses, un lien avec l'autre, en individuel, en groupe, à l'école. Voilà, que tous ces lieux-là de relations coexistent ensemble, et soient reconnus dans leur spécificité.
En leur proposant un cadre, disons, régulier, fixe, sécurisant, le plus sécurisant possible, on essaye de à la fois de les stimuler, d'arriver à les mobiliser, de les ouvrir à la relation, en les prenant là où ils en sont. Chacun parle à un bout du tuyau. Je dirais que la psychothérapie avec les personnes autistes a des spécificités quand même. Il faut se tenir au courant de la manière qu'ont les personnes autistes de percevoir les choses. Quand elles parlent, elles peuvent nous l'expliquer, mais il y a toutes celles qui ne parlent pas et qui ne peuvent pas nous l'expliquer. Donc il faut pouvoir leur proposer au moins des hypothèses sur comment elles fonctionnent, en fait, comment elles s'aménagent, comment elles s'organisent avec leurs troubles. Il y a des interfaces très intéressantes entre l'art, la création au sens large, et le vivant de ces enfants-là. On s'est aperçu que les enfants sans langage avaient très souvent une compétence, un intérêt et des compétences paradoxales dans ce domaine-là, qu'ils étaient capables de chanter avec beaucoup de pertinence, avec des compétences sur le plan rythmique et mélodique. L'intérêt aussi sur le plan de la musique, c'est qu'on n'a pas d'effet négatif ou d'inhibition comme on peut le trouver sur le langage. Les enfants spontanément ont du plaisir, ont un intérêt pour le fait de chanter, de fredonner, avec ou sans parole. C'est pour ça qu'on les voit assez souvent utiliser des langages ultra simplifiés, phonétiques, chanter en yaourt aussi bien en anglais, en français, et ça ne les dérange pas, c'est ça qui est agréable même pour eux. Pour améliorer la représentation du schéma corporel et réduire les troubles de la motricité et des fonctions sensorielles des enfants avec autisme, les thérapies psychomotrices proposent des médiateurs corporels nombreux et variés. Elles aident l'enfant à entrer en relation et à communiquer ses vécus corporels. La spécificité de la psychomotricité, c'est la relation qu'il y a entre la vie psychique et tout ce qui est moteur, sensoriel, perceptivo-moteur. Voir, entendre, toucher, tout ça, ça devient compliqué, parce que toujours il y a l'idée peut-être qu'il y a soit un excès, soit un trop peu. Ce qu'on essaie de faire, c'est leur former une enveloppe interne suffisamment sécurisante pour justement voir au niveau de l'extérieur, avoir des relations un peu moins dans la souffrance. Est-ce que tu peux me lire ce mot, Elona? Désert. Non, il n'y a pas écrit désert, regarde bien. Il y a deux S. Dessert. Dessert. Qu'est-ce que c'est le dessert? Un gâteau. C'est un gâteau, c'est ce que l'on mange à la fin du repas. Tu vois? Ils ont mis ça pour te tromper. Madame Abreu a beaucoup apporté à Elona puisqu'elle a débloqué le langage. Donc, et puis à partir de là, on a vu que ça fonctionnait. C'est-à-dire que dès lors où vous aviez donc des personnes qui étaient compétentes, qui étaient expérimentées et qui arrivaient à un moment donné à attirer l'attention de l'enfant, à le faire participer à des activités, il se passait quelque chose. Je pense que ce qui est très important, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important d'expliquer pourquoi on demande à ce qu'il fasse telle ou telle, à mettre en place telle ou telle image, parce que c'est quand même un petit peu contraignant, hein. On avait tous en tête que ces enfants avaient le droit à l'école et que non seulement ils y avaient droit, mais qu'en plus ils pouvaient y faire quelque chose. Si on peut permettre à ces enfants-là, au contact des autres enfants scolarisés de l'école, d'acquérir des compétences, des réflexes relationnels, etc., qui les aideront à mieux s'intégrer dans la société, à côté des apprentissages scolaires qu'on peut faire, je pense qu'on a gagné plein de choses. Tu as corrigé une erreur sur 1, 2, 3 erreurs. Donc il y en a encore 2 autres à corriger. Voilà, 2A et D. Quand ils sont dans un espace qui à la fois les sécurise et à la fois leur donne envie, on voit apparaître des envies d'enfants en fait, comme tous les autres enfants. À pied, tout de la terre. À pied, tout de la terre. Tourne. Voilà. Ici.
Super Ruth, très bien. L'idée d'utiliser les images, c'est pour rentrer en relation et en communication. L'idée derrière, c'est évidemment de ne plus avoir besoin des images et de pouvoir prononcer des mots. Non, tu as raison, il va là. Tiens, hop, moi je prends celui-là. Ouais, c'est bien. Regarde, avec le même. Alors, on les met où? L'assistante sociale est en lien permanent avec les familles tout le temps de l'admission de l'enfant à l'hôpital de jour. Elle m'avait proposé une aide à domicile, ce que je ne savais pas qu'on y avait droit du tout. Donc les TISF et tout, donc j'avais rien fait en fait. Elle a passé un coup de fil et une personne est venue chez moi très vite. On voit que finalement Mathéo commence à évoluer. Finalement, il y a des choses qui se passent avec lui. On se dit que les choses sont pas figées. Les enfants qui ont été pris en charge relativement tôt sont des enfants, s'en sortent relativement bien. Depuis qu'il est arrivé ici, ça fait juste 6 mois et il a beaucoup progressé. Il aime bien venir, il a du plaisir pour venir ici, il est très content. Parfois, je viens chercher et il ne veut même pas rentrer. Dès qu'on arrive à tous travailler ensemble, l'enfant fait des progrès immédiatement. Aujourd'hui, il arrive à aller vers sa maîtresse et d'autres enfants de la classe. Et il peut même suivre un rythme, le même rythme que les autres enfants, en fait. Il y a des enfants qui, constitutionnellement, ont plus de capacité de récupération. Ça, la biologie nous expliquera un jour pourquoi on ne le sait pas bien aujourd'hui. Il a fait des progrès, mais phénoménaux. Ce sont l'individualisation des parcours et la pluralité des approches qui permettent de répondre de façon adaptée aux particularités des troubles de ces enfants.